Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Awaras TV. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Microscoop. Je rappelle bien évidemment, suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page YouTube d'Awaras TV. Merci pour votre fidélité. Le 15 octobre dernier sera la dernière apparition du chef de l'État, notamment lors de cette réception du ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian. 48 heures après, le samedi 17 octobre, il sera placé en isolement après des cas suspects de la Covid-19 de son entourage. Précisément, le 24 octobre, le palais présidentiel annonce que Tebboune entame un confinement volontairement de 5 jours suite à l'apparition de symptômes de la Covid-19. Je vous assure que je vais bien et que je poursuis mon travail à distance. Voici le tweet officiel sur le compte donc, du chef de l'État qui va s'afficher dans quelques instants sur votre écran. 3 jours plus tard, le 27 octobre, on apprendra son admission à l'hôpital militaire Ain Hadja d'Alger. Son état de santé n'inspire aucune inquiétude. Le communiqué des services du Premier ministre précisément. Le 28 octobre, sa vie est certainement en danger puisqu'il sera transformé dans un hôpital spécialisé en Allemagne. Il faudra attendre le 3 novembre pour que la présidence donne enfin une explication officielle à la population algérienne. Je cite la présidence. Le président poursuit son traitement dans un hôpital allemand spécialisé après avoir été atteint de la Covid-19. Vous comprendrez ici que les Algériens et les Algériennes, encore une fois, vont devoir se voir infliger le culte du secret. Ils devront attendre plusieurs semaines avant de connaître quelles sont les raisons de cette absence de leur chef de l'État, puisque c'est tout de même cette personne qui a été nommée le 12 décembre dernier et qui est censée diriger le pays. Entre aujourd'hui, donc nous sommes exactement le 15 novembre précisément, ça fait un mois qu'il a disparu exactement, et le dernier communiqué date du 9 novembre, ça sera la dernière information de la présidence, un état de santé qui s'améliore. Depuis un mois, donc jour pour jour, Tebboune est inconnu au bataillon, volatilisé, aucune apparition. Encore une fois, hélas, je vous le disais tout à l'heure, toujours les mêmes méthodes employées, omerta, culte du secret, un peuple non informé, totalement oublié, un manque de respect total pour toute une nation qui rejette totalement ce système, je le rappelle, et qui appelle au changement maintenant depuis plusieurs mois. Tant de questions se posent, bien évidemment. Où est Abdelmadjid Tebboune? C'est la première question. Qui dirige réellement le pays? Son pouvoir est-il réel? Puisque personne n'en parle. Encore une fois, Saïd Chengriha, lors de ce séminaire cette semaine, en aucun cas, il a évoqué le chef de l'État, ou encore moins l'homme, serait-ce que lui avoir une pensée pour son ami. Algérie, Abdelmadjid Tebboune a totalement disparu. C'est le titre de notre émission. Pour en parler, donc, j'aurai le plaisir d'accueillir plusieurs invités qui sont avec nous, notamment Rahmoun Ahmed, chef de projet, Adel Djebar, qui est aussi via Skype, observateur politique, Hicham Riyad, qui est le coordinateur national, on parlera de la jeunesse, rassemblement pour les jeunes en Algérie, et puis viendra nous rejoindre un peu plus tard Karim Neitou Slimane, il est en France, analyste politique, et on rendra hommage, le coup de cœur sera pour Algériens Solidaires, une association qui a été créée par des professeurs et qui a pour but de récolter des fonds et donc de donner tout simplement des kits de survie dans le cadre de cette pandémie. En Algérie, je recevrai donc le docteur Jamel Zekri. Pour commencer, donc, bien évidemment, protégez-vous. La Covid-19, malgré ces chiffres erronés du pouvoir algérien, sévit de plus en plus en Algérie. Je vous propose de revisiter ce spot et on se retrouve tout de suite après.
نقعد في ضمنا. Voilà ce spot vraiment de sensibilisation, vraiment protégez-vous, les gestes barrières, prenez des distances, mettez un masque, serait-ce qu'une écharpe, un bout de tissu et bien évidemment lavez-vous régulièrement les mains, les chiffres hein, bien évidemment toujours erronés, inexacts annoncés par la présidence, par le comité scientifique de suivi hein, de l'évolution de la pandémie du coronavirus, donc par le pouvoir, 844 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 420 guérisons et 14 décès annoncés, alors qu'on sait très bien maintenant depuis plusieurs jours que grâce à vous, ce sont vous qui nous donnez les informations. Eh bien, les chiffres ne sont pas du tout ceux que peuvent nous transmettre donc la présidence. On va s'arrêter quelques instants avant de revenir sur cette thématique importante, hein, où exactement Abdelmadjid Tebboune qui a disparu maintenant depuis plus de un mois. Alors, je vous informe qu'un nouveau communiqué est tombé aujourd'hui au niveau de la présidence concernant l'état de santé d'Abdelmadjid Tebboune et qui dit à peu près la même chose, donc des examens pour terminer, que son état est stable, mais quoi qu'il arrive, depuis un mois, vous constaterez qu'on n'a eu aucune image. On peut se rappeler de Boris Johnson en Angleterre ou encore même de Donald Trump ou certaines stars de cinéma qui étaient atteintes du Covid-19 et qui ont fait des apparitions, serait-ce que sur leur lit d'hôpital ou alors à leur domicile. En ce qui concerne encore une fois l'Algérie, malheureusement, on vit dans un autre monde, aucune information, aucune image. On va donc s'arrêter quelques petites minutes avec un jeune qui voulait aussi lui témoigner. Ahmed Rahmoun, bonjour Ahmed. Ahmed Rahmoun, vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef de projet et vous êtes aussi dans la région de l'Arvanat-Tiraten et vous vouliez absolument aussi témoigner. C'est bien de vous avoir quelques minutes. Dans les grandes lignes, parlez-nous un petit peu des conditions de santé. On verra quelques images tout à l'heure, notamment d'un établissement de santé à Constantine. Vous verrez que c'est pas triste. Quel est votre quotidien? Comment faites-vous face pour essayer de vaincre et de faire face à cette pandémie? Sincèrement, je tiens à vous informer que l'état actuel, l'état de la pandémie actuelle n'est pas, elle est terrible, on n'est pas sorti de l'auberge. Vu qu'il y a il y a 22 patients au niveau du CHU de l'Arvanat-Tiraten, puis l'état, comment dirais-je, le responsable, les autorités n'ont rien fourni, n'ont rien donné, aucune perspective au niveau des services de santé. Puis il y avait on avait une association qui faisait dans le bien, c'est-à-dire qu'il fournit des combinaisons, des bavettes pour la protection civile, pour les agents de la santé, mais comme ils sont dépassés par la deuxième vague, c'est pas un jeu, on n'est pas sorti de l'auberge, c'est terrible ce qui se passe. On vit des moments vraiment serrés, vraiment inquiétants. Voilà. Oui, en parlant de cette... les hauts responsables. En parlant de cette association, je pense que vous parlez de la main tendue, précisément. Un de vos amis hier était avec nous, Ramzan Irial, il disait, lui, on n'a pas besoin de ce pouvoir. D'abord, il est totalement absent depuis des décennies. Quelque part, vous êtes livré à vous-même, c'est ça? Vous êtes livré à vous-même pour faire face à cette situation? On est livré à nous-mêmes. Exactement. C'est la population qui est en train de se mobiliser rien que pour aider à venir à l'aide pour le personnel. Et puis alors sincèrement, vous m'envoyez. On n'a pas besoin de ce pouvoir. Les gens. Alors je crois qu'on a peut-être un problème de connexion. Je vais demander aux garçons en régie de me donner l'information. Est-ce que Ahmed Rahmoun est toujours avec nous? Vous m'entendez, Ahmed? On va essayer de...
On va vous rappeler. Adel Djebar, bonjour Adel, bienvenue à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Un grand coucou à vos invités et à l'autre peuple en Algérie et à l'étranger. Merci Adel Djebar, merci pour votre fidélité. Je rappelle, vous êtes analyste, observateur politique. Adel Djebar, j'ai envie de vous poser une question un peu directe. Il est où le chef de l'État algérien ? Le chef de l'État algérien n'a jamais existé, sauf pour ses comparses qui l'ont élu à ce poste. Pour nous, c'est un intrus, un être illégitime qui ne représente strictement rien pour nous. C'est le chef d'une mafia qui l'a ramené. Et puis, il s'est volatilisé. Personne ne se pose de questions. On sait comment que ça se passe dans un régime opaque, mafieux, mensonger, de chez qui l'information n'émane jamais. C'est des gens qui ont cultivé, labouré et semé le culte du secret et de l'énigme. Et donc, c'est à eux que revient de nous dire où se trouve leur malade. Pour les Algériens, ils ne s'attendent strictement à rien. On est bombardé ces derniers temps de fake news et de propagande de leurs médias, aussi bien télévisuels qu'écrits, pour nous dire retour imminent du chef de l'État, entre guillemets, mais les Algériens ne s'attendent à rien. Comme je l'ai dit précédemment, ce qui me préoccupe, ce n'est pas la santé de ce Tebboune, un intrus, mais je m'inquiéterai, je compatirai, j'aurai de la sympathie pour la santé d'un Abdullah Ben Naoum qui a été opéré du cœur et qui a été transféré directement à la santé de Harash. Moi, je suis du côté des gens, des humbles qui se font tabasser, qui se font ramasser. Ces gens-là ne m'intéressent pas du tout. Je n'épilogue jamais sur leur cas. Leur vie ne représente rien pour moi. La vie la plus importante est celle de nos enfants qui se noient par dizaines, par centaines en Méditerranée et des gens, des jeunes qui réclament la liberté et qu'on vient ramasser. Sachez que depuis le 1er septembre, depuis le 1er octobre à ce jour, il y a eu 87 personnes qui ont été arrêtées et mises en prison. Ces gens-là, je parlerai d'eux, mais Tebboune, Chengria et le reste ne représentent strictement rien dans mon agenda, dans mes préoccupations et dans ma manière de voir les choses en Algérie. Restez avec nous, bien évidemment, Adel Djebar. Je vais revenir avec vous. On a retrouvé exactement Ahmed Rahmoun, chef de projet avec nous. Vous m'entendez, Ahmed ? Oui, je vous entends parfaitement. Très bien. Peut-être, d'abord, vous pouvez continuer votre propos sur ce que vous vivez, sur cette actualité. On ne peut pas ne pas en parler. C'est le quotidien des Algériens et des Algériennes et dans beaucoup de pays du monde entier, mais particulièrement, effectivement, en Algérie. On se rend compte que les Algériens et les Algériennes sont livrés à elles-mêmes pour gérer cette pandémie, avec un ministre de la Santé, d'ailleurs, totalement absent. Et je le rappelle, aucune conférence de presse, aucun texte, aucune intervention. Peut-être, donc, un mot sur la Covid-19, mais aussi un mot sur, vous êtes jeune, vous êtes algérien, comment vous vivez le fait, encore une fois, que comme du temps d'Abdelaziz Bouteflika, le chef de l'État, qui est en place depuis le 12 décembre, puisqu'il faut le dire ainsi, a totalement disparu. Comment vous le vivez ça, vous, en tant que jeune algérien ? En tant que jeune algérien, en tant qu'Algérien libre, indépendant, c'est quasi inadmissible, c'est irrespectueux d'avoir un chef d'état-major, un chef d'État, c'est pas un chef d'état-major, c'est un chef d'État qui n'est pas présent, qui donne aucun signe, qui choisit l'Allemagne au lieu de se soigner ici parmi nous. Il te dit toujours alors que notre président n'est pas toujours là, il est absent. Le ministère de la Santé, il est absent. Aucune appréciation publique, aucun discours. On est livré à nous-mêmes. Toute l'Algérie est livrée à elle-même. Vraiment désolant pour un pays aussi riche que le nôtre. Et on vit cette pandémie misérablement et en combattant tout seul. Voilà. Donc, quelque part, ça touche au cœur en voyant
nos voisins, qui est la Tunisie et le Maghreb, en les voyant, on est juste touché par dans notre propre amour. Voilà. Mais alors, avant de vous libérer, je crois qu'il y a tout de même un changement positif, c'est que maintenant, depuis plusieurs mois, les Algériens et les Algériennes, cette belle jeunesse a retrouvé cette citoyenneté. Et excusez-moi de l'expression, mais quelque part, on ne vous fera plus avaler la pilule avec un président sur un fauteuil roulant qui n'intervient plus. Vous ne l'accepterez plus, ça, je crois, en Algérie. C'est terminé, hein? Non, je suis vraiment désolé, on n'accepte pas, on ne go pas, on n'a jamais accepté ça. La nouvelle génération, c'est une génération lumière. La nouvelle génération, c'est une génération qui a du potentiel, qui a une matière grise, qui a une perspective, contrairement à ceux qui règnent, à ceux qui gouvernent. C'est tout à fait le contraire. La nouvelle génération refuse quelqu'un qui nous dicte ce qu'on doit faire. C'est à nous de prendre les choses en main, c'est à nous de choisir notre propre président, mais c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas l'armée, c'est pas l'armée étrangère, c'est à nous de procéder, c'est à nous de voter, c'est à nous d'élire un président que nous voyons digne de lui donner cette confiance qu'on a. C'est parce que je vais vous dire quelque chose, quelque chose que la génération qui est en place, la génération qui est là aujourd'hui, qui a vécu à la décennie, qui a vécu au régime de Bouteflika, elle est en train de vivre ce régime-là. C'est une génération, mais le système ne les connaît pas, réellement. On connaît le système, on est institutionnalisé, c'est bon, on le connaît, mais pas eux. Donc, on n'accepterait jamais que quelqu'un nous dise ce qu'on doit faire. Donc, un président sur un chariot, sur n'importe quoi, c'est à nous de décider qui est notre président. Donc, on ne go pas. On peut pas. Merci en tout cas Ahmed Rahmoun d'avoir été avec nous, chef de projet notamment dans la région de Kabylie. Vous êtes jeune Algérien et on entend en tout cas cet espoir et que vous continuerez à vous battre pour ce changement. Je vais saluer Hicham Riyad qui est avec nous. Hicham Riyad, bonjour. Merci, bonjour pour l'invitation, merci. Bonsoir Hicham Riyad, bienvenue. Vous êtes le coordinateur national du Rassemblement pour les jeunes en Algérie. On va parler aussi de cette jeunesse. J'ai envie de vous poser une question un peu directe avant de rentrer un peu dans des points essentiels, hein, puisque tout de même on sait très bien qu'Abdelmadjid Tebboune a les pleins pouvoirs. Il est aussi de fait ministre de la Défense. Il est absent aujourd'hui. Il n'y a plus de réunion, il n'y a plus de Conseil des ministres. Mais comme ça, de but en blanc, où il est Abdelmadjid Tebboune aujourd'hui en tant que citoyen? C'est une question que vous vous posez. Quelle analyse, quelle réflexion vous faites précisément? C'est une question qu'on n'a pas de réponse jusqu'à maintenant. C'est-à-dire on est devant un régime fermé. Nous, on sait que ce système, il est illégitime. On n'a pas voté, on n'a pas participé dans ce processus présidentiel et même dans ce processus constitutionnel. Malheureusement, c'est les mêmes exercices, les mêmes comportements. On est devant un système qui considère l'état de santé du président comme un secret d'État, alors qu'en réalité, le peuple doit savoir le sort de le chef d'État. Et maintenant, on est dans le noir, parce que maintenant, c'est-à-dire depuis un mois, jusqu'à maintenant, le conseil, ce qu'on appelle conseil constitutionnel, jusqu'à maintenant, il ne s'est pas réuni. C'est tout le monde qui sait que Abdelmadjid Tebboune, il est malade. Les Allemands savent, c'est tout le monde qui sait, mais malheureusement, les Algériens, jusqu'à maintenant, ne savent pas. Ne savent pas parce que le Conseil constitutionnel, normalement, il doit se réunir et prendre ça veut dire, dans un cas normal, il doit prendre des décisions, il doit voir quel est l'état de santé réel d'Abdelmadjid Tebboune. Mais malheureusement, c'est-à-dire, on a l'histoire de Bouteflika qui est en train de se répéter jusqu'à maintenant. Alors, vraiment, ça veut dire c'est le chaos. C'est le chaos parce que maintenant, on est devant des institutions illégitimes, on est devant un parlement illégitime, on est devant un président, entre guillemets, absent. Et maintenant, qui gère l'Algérie, qui dirige l'État, on ne sait pas. C'est à eux de répondre, c'est pas à nous de répondre.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, mais à la fois, est-ce que réellement ce président qui est en place dans ses fonctions aux hautes instances de l'État depuis le 12 décembre dernier, est-ce que réellement il a un pouvoir ? Personne ne se préoccupe de sa situation. Chengriha, donc, qui est le chef d'état-major, qui, je le rappelle, a été pendant 6 mois par intérim, c'est du jamais vu en Algérie, qui est aujourd'hui en place, qui, dans le cadre de ce séminaire, n'a en aucun cas évoqué le chef de l'État, le président. Est-ce que Tebboune, avec le fait qu'aujourd'hui personne n'en parle, une presse qui ne fait pas d'investigation non plus, est-ce que réellement il a réellement une place, réellement un pouvoir en Algérie ? Non, premièrement, Chengriha, il a été officialisé à Cherchel, je pense le 5 juillet, c'est-à-dire il est officiellement chef d'état-major, mais en contrepartie, c'est pas à lui de nous informer de la situation de la santé du président, c'est pas à lui de nous dire ça. C'est-à-dire, en réalité, maintenant, normalement, c'est le conseil constitutionnel doit se réunir pour voir la réelle situation de Abdelmajid Tebboune. Il doit prendre même s'il applique l'ancienne constitution, c'est-à-dire il devait prendre des choses, il devait au moins nous donner vraiment la réalité, nous informer de la réalité. C'est pas un problème que Abdelmajid Tebboune soit malade. C'est tout le monde qui peut tomber malade. Mais le problème maintenant, l'État ne peut pas, l'État algérien, n'importe quel État dans le monde, ne peut pas attendre un sort d'un président qui n'est pas là où est le président. C'est-à-dire maintenant, on est vraiment dans une situation, on voit la situation de Bouteflika, elle se reproduit intégralement, c'est pas normal. On a fait toute l'évolution, tout un Chirac formidable, on demandait le changement, mais maintenant, après seulement une année, nous on considère qu'il n'y a eu jamais de changement en Algérie, c'est le même système qui est en train de se régénérer avec d'autres visages. Mais au moins, normalement, il devait savoir jouer le jeu. C'est-à-dire maintenant, il nous refait la même situation. Le président qui n'est pas là, on ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas quel est l'état de sa santé, on ne sait pas l'avenir de ce pays. Une constitution gelée jusqu'à maintenant, soi-disant, on ne la considère pas comme une constitution, mais elle est là. C'est-à-dire maintenant elle est gelée, l'ancienne constitution en réalité elle est en vigueur parce que jusqu'à ce que le président soi-disant signe la nouvelle constitution, mais est-ce que l'Algérie après le 22 février mérite ce sort? C'est pas normal, pas normal. Restez avec nous, Hicham Riyad. Je sais que vous êtes très pris, mais restez avec nous quelques instants. Je vais retrouver Adel Djebar avec nous, observateur, analyste politique. Adel Djebar, 4 conseils des ministres et réunions du Haut Conseil de sécurité, rencontres qui ont été annulées. Le président est absent aujourd'hui. La presse et la télévision ne donnent aucune information. Comment vous voyez le pays aujourd'hui réellement, qui dirige le pays? Alors même si malheureusement en Algérie on a l'impression quand même qu'il y a 2 mondes, il y a un premier pouvoir, c'est celui du peuple, qu'il a prouvé maintenant depuis plusieurs mois, qui vit la réalité, qui vit son quotidien et qui vit réellement. Et peut-être qu'on a aussi un autre monde, dans une autre dimension, une 5e dimension, qui est ce pouvoir, ce gouvernement totalement absent. Mais qui, selon vous, Adel Djebar, qui dirige le pays aujourd'hui? Le gouvernement civil n'est qu'une façade, une vitrine. Ceux qui tirent les marrons du jeu, les marionnettistes, tout le monde les connaît. Le génie de cette jeunesse numérique et digitale, comme je l'ai tout le temps dit, c'est d'avoir pu tirer le rideau sur les véritables décideurs, les gens qui font la décision et qui nous ont montré leur visage hideux de vieillards séniles, psychopathes, qui ne veulent pas lâcher le pouvoir. Pour moi, l'État n'a jamais existé parce qu'un État, c'est d'abord des institutions. Mais les institutions ont été privatisées par une mafia, par des voyous qui se sont accaparés ce squelette de l'État pour le transformer en prébende et en avantages et en privilèges qui sont en train de se distribuer les uns les autres. Donc c'est une équipe qui chasse une autre. L'équipe de Ouya, Sellal, etc.,
vient d'être remplacé par des pieds nickelés qui sont aussi voraces, sinon beaucoup plus psychopathes que ceux qui les ont précédés. Maintenant, pour revenir à Tebboune lui-même, c'est une véritable honte qui vient de s'infliger, lui et les vieux généraux qui se sont accaparés, qui ont privatisé ce pays-là. Ce monsieur-là se gargarisait de nous dire « nous avons le meilleur système de santé au Maghreb et probablement en Afrique ». Quand il a été atteint par je ne sais pas trop quoi, parce que c'est l'opacité, personne ne sait réellement ce qu'il a. Il a été évacué dans un avion français et puis ensuite ramené dans un très bon hôpital, dans l'un des meilleurs hôpitaux d'Europe en Allemagne. Et puis depuis lors, c'est le blackout. On a appris aussi que son bavard qui était son communicant au niveau de la présidence a fait un AVC. Mohamed, je ne sais pas trop quoi, qui se trouve à Paris. Lui qui passait toute sa vie à insulter la France, il est dans les bras des hôpitaux français, des médecins français. Les généraux, quand ils ont un petit furuncle dans le derrière, ils n'hésitent pas à aller dépenser des centaines de milliers d'euros pour aller se faire soigner et laisser le peuple crever. Ce régime-là est honteux. Il n'a absolument aucune dignité, aucun honneur. C'est des bandits, c'est des voyous notoires. Ils ne s'arrêteront pas que le jour où le peuple s'unira, se solidarisera et les affrontera comme une véritable force pour les dégager parce qu'ils sont en train de mener ce pays à la ruine. Moi, personnellement, je suis à l'opposé de ces gens-là. Je ne commande jamais ce qu'ils font, ni eux, ni leurs merlias. Je suis là pour dénoncer leur forfaiture, leurs crimes et leur déni et leur mépris vis-à-vis du peuple algérien et vis-à-vis de l'Algérie. Donc, après les années oui. Bouteflika, où on l'a vu entre 2013 et 2020, il a dirigé le pays avec un état de santé plus que dramatique. Hein. Bien évidemment, là on parle de l'homme politique. Hein. La même chose pour Abdelmadjid Tebboune, hein. En tant qu'homme pour lui et ses proches. On leur souhaite bien évidemment un prompt rétablissement. Mais après avoir infligé ça au peuple pendant des années, pourquoi est-ce que ce régime continue à infliger de telles sentences, serait-ce que de ne pas informer? Vous le disiez tout à l'heure, Hicham Riyad le disait, on peut être malade, ça peut arriver, il y a malheureusement des millions de personnes qui sont atteintes par cette Covid. Pourquoi est-ce que ce régime algérien continue à prendre un petit peu, excusez-moi vraiment, je voudrais froisser personne, mais avec tout le respect que je dois à nos confrères et consoeurs, nos frères et sœurs en Algérie, mais prendre un peu le peuple pour un imbécile, de ne pas donner d'informations, pour être dans le culte du secret, qu'est-ce qu'il a encore aujourd'hui derrière la tête, ce pouvoir, pour recommencer à infliger de telles sentences, tel manque de respect? Non, il ne nous inflige absolument rien. Il est en train de laisser tomber son masque. N'oublions jamais que nous sommes dans une véritable dictature féroce qui fait fi de l'existence du peuple, qui le considère comme un moins que rien. Elle n'a que du mépris pour ce peuple-là. Et le peuple le lui rend bien. Il a dépassé son mépris parce qu'il est dans l'indifférence la plus totale. Maintenant, vous savez, dans une dictature, c'est l'idolâtrie du chef, c'est le culte de la personnalité, fût-il que cette personnalité soit une marionnette qui a été fabriquée par les véritables décideurs. Nous savons tous que Tebboune ne vaut absolument rien, il ne pèse strictement rien, il ne décide de rien. Ceux qui décident, ce sont les généraux, la vingtaine ou quinzaine de généraux qui ont les mains sur le volant. Donc ce sont eux qui décident. La meilleure preuve qu'on a eue que Tebboune n'est rien, c'est que Chingriha vient de faire un discours à ses boy scouts, il n'a même pas évoqué le nom de son chef. Il l'a oublié d'un revers de la main. Donc, personnellement... Mais dites-moi, Adel Djebbari, c'était volontaire, ça, à mon sens, de ne pas... vous parlez bien évidemment cette semaine, ce séminaire où le chef d'état-major, Saïd Chengriha, a réuni un certain nombre de personnalités, de généraux. Pourquoi il n'a pas, à aucun moment, évoqué la situation du pays, la crise financière, la crise sociale, l'emploi, l'éducation, la rentrée qui s'est faite d'une manière assez chaotique, et il n'a en aucun cas parlé du... Alors qu'on ne peut pas dire que le chef d'état-major, il n'aime pas, il adore ça, s'immiscer dans la politique. Aujourd'hui, il s'immisce dans les médias. Ça a été volontaire, à votre sens, sur le fait que Tebboune
n'est rien pour parler un peu vite, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui relève de l'ordre stratégique? Il n'y a aucune stratégie avec ces gens-là. Tchingriha est un inculte notoire dans la chose publique, dans l'économie, dans le droit, dans la sociologie. Il ne connaît rien. C'est un soldat. Il est bon dans une caserne. Lever du drapeau et descendre du drapeau. Il s'adresse à ces soldats. Mais moi, je n'ai jamais vu, honnêtement, un général se faire médiatiser autant par les télévisions que Tchingriha et son prédécesseur qui nous insultait à partir de ses casernes. Quand un chef militaire s'adresse à son armée, il n'est pas là en train de leur parler comme le laboureur le faisait pour ses enfants dans le poème de Jean Lafontaine. « Mes enfants, travaillez, donnez-vous de la peine ». On ne parle pas à des militaires dont le métier est la guerre de cette nature-là. On ne vient pas les sensibiliser. On dirait un coach d'un petit club de football de dernière division. Je compte sur vous. Nous avons, c'est la même litanie, nous avons les meilleures institutions, nous avons le meilleur président, nous avons la plus grande armée. Il n'y a rien, c'est du vent. Ce type-là ne produit que du vent, au même titre que tous ceux qui sont avec lui ou tous ceux qui le représentent de façon civile. On est en train de voir que Covid est en train de faire des désastres. Moi, je discutais avec des amis en Algérie, notamment à Constantine, on me disait qu'il y a un cimetière spécial Covid. Chaque jour, il y a 20, 25, 30 personnes qu'on vient enterrer là-bas. À Al-Alia, on a vu des images terribles. Les gens s'en foutent. Où est cette armée-là? A-t-elle déployé ses hôpitaux? A-t-elle mis à disposition du peuple ses ambulances? A-t-elle ouvert ses hôpitaux militaires dans les différentes régions? A-t-elle offert un support et une aide de ces médecins? Elle n'a strictement rien fait. Elle s'est accaparée les biens, elle s'est accaparée le matériel médical, et même à ce titre-là, quand ces généraux tombent malades, Ain Najat devient un mouroir pour eux. Ils vont tous en Suisse, en Allemagne, en France et n'importe où. L'argent du peuple est dépensé par cette brocante et cette vieillerie. Donc c'est ça qui me fait extrêmement mal. Et puis je ne peux pas, moi, en tant que simple citoyen, ne pas dire les choses telles qu'elles se présentent. Ces gens-là font fi de la santé du peuple, du devenir de ce peuple-là, du devenir de cette Algérie-là. Ce n'est pas Tchingriha qui va pouvoir développer des capacités managériales pour sortir l'Algérie de l'état létal dans lequel elle se trouve actuellement. L'objectif du peuple algérien est de se remobiliser de n'importe quelle manière pour pouvoir reprendre le volant de ce train fou qui est dans la main de ces vieux généraux, qui sont fous royalement de notre vie. On va y revenir avec vous, bien évidemment. Comment le peuple, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, on le voit hein, tout de même, qu'il y a vraiment deux vies différentes, malheureusement, en Algérie. Il y a un peuple qui essaye de vivre. Je rappelle qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui prennent malheureusement les chemins de la mer et de la Méditerranée pour s'exiler, aller vivre dignement. Et puis, il y a ce gouvernement, ces généraux qui vivent un peu dans une autre dimension, je crois que c'est vraiment le mot, puis totalement absent. Je rappelle qu'actuellement, la Covid-19 sévit énormément en Algérie. On n'a aucun communiqué de presse, aucune conférence de presse, aucun ministre, le ministre de Santé, on ne sait d'ailleurs même pas où il est non plus, et c'est vraiment assez dramatique. Et je rappelle, ce sont vos informations qui font les émissions sur le terrain. Hicham Riyat, je reviens vers vous parce que je sais qu'après vous êtes attendu. Vous me disiez tout à l'heure que, effectivement, que c'est pas au chef d'état-major de donner ces informations, mais habituellement, il a l'habitude de s'immiscer dans ces affaires-là. Vous pouvez réagir. Et puis, vous qui êtes coordinateur national du rassemblement pour les jeunes en Algérie, comment vous avez envie d'avancer aujourd'hui et comment on pourrait s'en sortir? Parce que, de fait, ce régime est là. De fait, ce pouvoir est là. Il y a un chef d'État tout de même, il y a un régime, une junte militaire. Comment vous avez envie et comment vous pourriez aussi continuer à avancer vers le même chemin comme le fait le mouvement, le Harak maintenant depuis plusieurs mois? Oui, premièrement, j'affirme
que le chef d'état-major, c'est pas à lui de nous informer, même s'il fait ça, mais nous, on ne doit pas limiter ses interventions. On doit toujours le rappeler que c'est pas à lui, avec tout nos respects pour l'institution militaire, mais on redira toujours que c'est pas à lui de nous parler de l'économie, du politique, de la médiatisation et même de la santé des présidents. Maintenant, il y a normalement des institutions, même si on n'avoue pas, on ne donne pas de légitimité pour ce système et pour ces institutions illégitimes, mais au moins, ils devaient se comporter dans le cadre de leur constitution. Ils devaient respecter quand même ce peuple. Ça veut dire, normalement, je redirais que normalement, c'est l'institution constitutionnelle, c'est le conseil institutionnel qui doit bouger, qui doit donner des informations légales pour le peuple. C'est en dehors de la présidence et en dehors de toutes les institutions de l'État. C'est-à-dire, normalement, si on avait un conseil institutionnel indépendant, c'est lui qui devait suivre l'état de santé du président et c'est lui aussi qui devait informer en dehors de l'information de la présidence ou des autres institutions, qui devait informer d'une manière légale l'état de santé de Abdelmajid Tebboune. Mais malheureusement, on sait qu'on est dans un système militaire, on est dans un système qui pense d'une manière coup d'État. À partir de là, ça veut dire il n'y a plus de confiance en réalité, mon frère. Il n'y a plus de confiance parce qu'il y a une rupture réelle entre le peuple, au moins une grande partie du peuple et ce système. Malgré des fois, ça veut dire maintenant on est arrivé à un point, même si le système des fois donne des informations justes, mais malheureusement le peuple ne pourra pas croire. Parce que il entretient un peu son illégitimité quelque part, ce pouvoir, serait-ce que là sur une période particulière où le chef de l'État est malade. Peut-être que si il avait peut-être retrouvé des méthodes un petit peu plus logiques, cohérentes, honnêtes, intègres, en informant régulièrement le peuple, il aurait peut-être pu regagner un peu de légitimité tant bien que mal, même si le niveau est très très bas. Et on a vu dans le cadre du 1er novembre combien les Algériens ont totalement boycotté et ne font plus du tout confiance à ce pouvoir. Mais il aurait pu quand même peut-être se réapproprier un petit peu quelques sourires, retrouver un brin de confiance auprès du peuple. Sincèrement, des fois, je reste bouche bée devant les comportements de ce système. C'est-à-dire, je le vois, je ne sais pas s'il est camp ou il nous voit comme des camps. Parce que malheureusement, on est devant des fois des méthodes, des déclarations des ministres, des déclarations du Wali, des comportements là, à gauche et à droite. Vraiment, c'est-à-dire, c'est des comportements inacceptables au niveau d'une APC, je ne sais pas, d'un quartier. C'est pas, on peut pas représenter un État de cette manière. Là, d'un côté. Deuxième côté, maintenant, la solution, ce peuple, son destin, c'est la révolution, c'est la révolution populaire pacifique. On n'a pas le choix, on doit continuer la lutte, on doit s'organiser, on doit y penser, on doit aller vers l'avant, on doit poursuivre cette révolution populaire, on doit trouver des mécanismes pour unifier nos visions entre toutes les forces populaires, les forces politiques opposantes réellement, pour vraiment donner un deuxième souffle pour cette révolution. On n'a pas le choix, on doit continuer cette pression pacifique dans les rues, après que, Inch'Allah, cette épidémie, Inch'Allah, elle va finir, mais quand même, on doit continuer la lutte, on doit penser collectivement, sagement, efficacement, pour donner un deuxième souffle pour cette révolution. De toute façon, moi, je suis croyant et je reste toujours optimiste. Optimiste. Oui, optimiste, parce que je vois que ces jeunes-là, vraiment maintenant, ils sont révolutionnaires, ils vont continuer la lutte et on ne va pas s'arrêter pacifiquement pour, Inch'Allah, imposer le changement et la transition démocratique en Algérie. Merci infiniment, Hicham Riyad, d'avoir été avec nous, coordinateur national Rassemblement pour les jeunes
en Algérie. On va se faire une petite pause. Enfin, malheureusement, c'est pas vraiment une pause. Vous allez voir des images assez douloureuses. Un établissement de santé à Constantine, et vous allez voir que les malades, malheureusement, sont totalement laissés à l'abandon et ils doivent être soignés tant bien que mal dans des conditions pas possibles. On regarde et on se retrouve tout de suite après. Chaque jour, il y a des morts. Il n'y a pas de surveillance. J'ai une sœur Covid. Elle dort 3 jours par terre. 3 jours, elle dort par terre, ma sœur. Pas de médecin. Ma mère diabétique. Il n'y a rien. جاو لي كرسي ساكن كاع كرسي وحده السيرفيس كامل كرسي وحده La santé. Les poubelles. C'est nous qui prenons les poubelles. Voilà. Ma soeur Covid, يومين تبات sur une chaise roulante. هاي في البيئة. هاي. دوري وتقع خبيثة. هاي. 2 jours Covid. C'est un service abandonné. Un service abandonné. Il est 10 heures. Il est 10 heures. Il y a 10 médecins. Nous sommes en train de crever. Il y a chaque jour des morts. Partez laissement. ربي يرحمه بابا. ربي يرحمه ان شاء الله يجعله في الجنة. يهدر. اسمعي بنتي. كيرح. انت 9 الصباح وانا مطيشه هنا. قلت لهم نسمع الحاجه نخرجوا. رحت جبت الكروسه. جبت نخرج الحاجه. جاني الطبيب تاع العشيه. ضرب لي الكروسه تموت بيه. قال لي حبيت تخرج الراجل تاعي قال لك راك رايه حاضر مطاش قدامك. صح يا اخي واش نقول انا خويا ولا 27 سنه مريض بالقلب دخلنا للطبيب للسبيطار كي جيت نزورو واش نهضر يا طبيب ضرب في الطابله قال لي نقول لك مدام قال لي في السبيطار ماشي قال لي حبس اللي دخلوه يموت قال لي خرج خوك روح يموت في الدار سنيت عليه وخرجت خويا 3 ايام ومات. كيف مات وضرب الدوسي تاعو. كان يجي نهضر انا يخوفوا فيا بلا بوليس يقولوا لي كنا سكت يجيبوا لك لا بوليس يمكن الحبس. هضروا شوفوا باش عنده روح تشوف. هضروا مع وزير الصحة دبسوا البرا وخلات البرا وخلات الدنيا في السهر روح شوف زي ما حنا جيت تقول لي لا نصرح نعتولك. Voilà, malheureusement, des images, et on pourrait vous en diffuser comme ça très souvent. Et encore une fois, merci, puisque c'est vous qui nous envoyez ces images, c'est vous qui êtes sur le terrain. Et encore une fois, nous n'inventons rien. C'est la même chose pour des élections ou un référendum. C'est vraiment vos images qui font l'information. Alors, je crois qu'on a le plaisir d'avoir maintenant le docteur avec nous, Jamel Zekri. Bonsoir et merci de m'accueillir. Et bonjour ou bonsoir à tous les auditeurs qui sont... Merci docteur Zekri, vous êtes spécialisé donc dans les catastrophes, vous êtes médecin urgentiste notamment à Marseille dans le sud de la France et vous êtes cofondateur algérien Covid-19. D'abord je voudrais vraiment saluer la création de cette association que vous avez créée en urgence pour toute action d'aide au peuple algérien pour dépasser cette pandémie. Il y a eu déjà un premier acte, on va appeler ça comme ça. Je proposerai aux téléspectateurs une nouvelle fois de regarder en fin d'émission ce spot acte 2 où vous appelez à la mobilisation. Voilà, vous dites clairement, épuisés d'être sur tous les fronts, nos médecins méritent qu'on leur donne un coup de main en les alimentant par des outils qui vont leur permettre de sauver des vies avec notamment des kits. Alors premier point d'abord, vous en tant que franco-algérien, il était important pour vous de vous mobiliser pour aider le pays et puis expliquez-nous un peu aussi ce que vous mettez en place avec Algériens solidaires Covid-19. Alors l'association Covid-19 Algériens solidaires a été fondée début avril, en fait suite à la première vague, parce que ce que nous avions tous vu comme image qui provenait de Chine était juste quelque chose d'insoutenable. Et tout de suite, on a vu un peu la catastrophe que c'était. On s'est dit, nos pays, parce qu'en fait, dans un premier temps, on s'est dirigé vers les 3 pays du Maghreb, qui sont la Tunisie, l'Algérie et le Maroc.
Donc nous étions un certain nombre à écrire. Nous avions écrit au président de la République algérienne, principalement parce que c'est le sujet qui nous intéresse. Et nous lui avons dit, voilà, la catastrophe, elle arrive. Peut-être que l'Algérie, elle compte pas beaucoup de nombres, mais on risque d'être confronté à une grande catastrophe. Et il se dit aujourd'hui qu'il y a un kit respiratoire qui s'appelle le kit de la CPAP de Boussignac, c'est de la ventilation non invasive. Un kit qui vaut pas cher et qui fait énormément de bien comparativement à la respiration artificielle, qui se fait avec un respirateur de réanimation. Parce que ces grandes machines, les respirateurs de réanimation, ils coûtent entre 20 et 50 000 euros. Et la CPAP de Boussignac, elle coûte quelques dizaines d'euros, en fait, moins de 170 euros. Donc en fait, suite à ça, nous nous sommes regroupés en association. Nous étions quelques médecins, quelques ingénieurs, mais aussi des professionnels de l'humanitaire, en tous les cas des franco-algériens, dont des Algériens qui font partie de la deuxième génération, qui sont nés sur le territoire français. Et voilà, nous sommes tous mis en quête justement d'aider notre pays. Et voilà, cette association est née. Nous avons collecté, alhamdoulilah, 1500 kits respiratoires que nous avons distribués en Algérie sur les 300 hôpitaux que compte l'Algérie distribués. Voilà, je parle des 48 wilayas qui existent sur le territoire. Suite à ça, il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été tournées de reconnaissance en fait, par nos compatriotes, par des médecins essentiellement, ceux qui ont eu le plaisir d'utiliser ce kit respiratoire qui existait très peu en Algérie, qui n'était pas très connu. Et nous avons eu des remerciements, mais sauf, on a eu aussi des témoignages émanant des médecins locaux qui nous ont dit, écoutez, votre valise, elle est vraiment magique. Est-ce que vous pouvez nous en fournir plus? Et voilà, on s'est mis en quête du deuxième acte, puisque celui-ci était le premier acte. Nous avons pu collecter 1500. Et là, le deuxième acte consiste à collecter 5000 kits respiratoires que nous voulons distribuer à tous les hôpitaux algériens pour sauver justement un maximum de monde, pour sauver nos compatriotes. Nous sommes, comme vous l'avez rappelé, pour la grande majorité franco-algériens, et nous gardons cette fibre qui nous lie au pays. Nous avons tous des parents, des cousins, des tantes, des oncles qui sont là-bas et qui nous sont chers, et on ne voudrait pas que des images insoutenables comme celles que vous avez montrées tout à l'heure puissent tenir longtemps. En tout cas, en fin d'émission, on retrouvera à nouveau ce spot où vous expliquez très très bien. Et je rappelle vraiment aux téléspectateurs, un peu partout dans le monde, vous pouvez continuer à participer. La page Facebook donc, de cette association Algérien Solidaire Covid-19, vous cliquez et vous pouvez continuer à participer, puisqu'il y a un deuxième acte où vous devez vraiment contribuer tant bien que mal. Tous les petits dinars, euros comptent pour aider cette association. Petite question, est-ce que le président algérien vous a répondu? Est-ce que vous avez un retour positif de la présidence, du ministre de la Santé? Il ne nous a pas répondu directement. Nous avons eu un échange très constructif, il faut le dire, avec le consulat général d'Algérie à Marseille, avec le consul en personne, qui nous a facilité cette relation avec le ministre de la Santé, et puis c'est comme ça que nous avons pu en fait faire entrer les 1500 kits respiratoires. Sans ces relations privilégiées, parce que je crois que le consul et puis toutes les autorités algériennes ont compris que nous étions des médecins, on voulait aider, on est dans l'humanitaire, on est vraiment dans l'entraide, on veut aider les hôpitaux algériens parce qu'on connaît... on connaît l'état des hôpitaux et nous voulions aider. Donc, ils nous ont facilité la chose, il faut le dire. Alhamdoulilah. Bon, on n'a pas eu de retour direct du président, mais nous avons eu une conférence en commun en fait, avec le ministre de la Santé quand les 1500 kits sont arrivés en Algérie.
Peut-être dernière question d'un point de vue personnel, la plus belle chose qu'on puisse donner à autrui, c'est de lui faire du bien. C'est ce que vous faites tous les jours de par votre métier. Encore une fois, je tiens vraiment à saluer tout le corps médical en Algérie, mais aussi en France, surtout que vous avez du pain sur la planche aussi bien à Marseille, mais aussi vous faites ça aussi pour l'Algérie. Mais d'un point de vue personnel, quand vous voyez les images que vous avez vues, qu'on a diffusées tout à l'heure notamment, ou de certains états un peu de notre état de santé en Algérie, je pense que vous êtes affecté aussi. Bien entendu, bien entendu. Il faut vraiment pas avoir de cœur pour ne pas interagir avec ces images-là qui ont fait le tour du monde. Moi, personnellement, puisque vous me citez, j'ai perdu mon père, l'année dernière dans les hôpitaux d'Algérie. Moi j'habite à Ouargla, donc j'ai dû le transférer à Alger. J'ai fait la tournée des hôpitaux parce que on devait avoir quelques avis de spécialistes et c'était vraiment une épreuve. Ce n'est un secret pour personne. Je crois que l'hôpital en Algérie, il a besoin d'aide et nous qui sommes ici, qui avons la chance de voir et de travailler dans des conditions très respectables, je crois qu'il est de notre devoir de tendre la main, de faire notre maximum pour aider nos compatriotes qui ne bénéficient malheureusement pas des dernières technologies ou alors des conditions les meilleures pour être soignés. Je pense que nous devons tous s'entraider et vous me permettrez de dire juste ce petit mot sur l'association que je préside. Je vous incite vraiment à nous donner un coup de main parce que nous devons collecter beaucoup d'argent et nous avons démarré ce deuxième acte au 1er octobre et jusqu'ici, nous n'avons collecté que près de 8 000 euros, 7 956 euros exactement. Et pour aller sur notre cagnotte, on est présent sur Google, on est présent sur Internet, sur les réseaux sociaux, à l'adresse algérien au pluriel -solidaire.org. Ou alors sur Facebook, vous tapez Covid-19 Algérien Solidaire et vous avez accès à notre cagnotte. Sur notre site, il y a notre RIB et puis il y a notre collecte spécialement faite pour les réseaux sociaux. Nous avons, au nom du peuple algérien qui est dans le besoin, qui est atteint de cette maladie, nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de votre soutien et merci pour tout ce que vous ferez pour aider nos compatriotes algériens. Merci, docteur Djamel Zekri. En tout cas, j'ai eu le plaisir de vous recevoir lors du premier acte sur Sans Frontières et j'ai le plaisir encore une fois de vous recevoir ce soir donc à Ouras TV aussi derrière toutes ces actions positives que vous faites un peu partout dans le monde pour aider l'Algérie et vous le disiez, malheureusement l'Algérie a besoin d'aide car vu le pays que c'est avec les richesses, elle aurait bien pu se passer de telles aides et d'avoir un état de santé dans une telle situation. Donc médecin urgentiste à Marseille et fondateur et président de l'association algérien solidaire Covid-19. On enverra le spot tout à l'heure. Est-ce que Karim Naïtou Slimane nous a rejoint ? Très bien. Donc Karim Naïtou Slimane va venir nous rejoindre dans quelques instants. J'ai Adel Djebar toujours avec nous, observateur, analyste politique. Adel Djebar, est-ce qu'il n'y a pas en cette période aussi un peu particulière où on essaye peut-être de parler peut-être un peu plus de certains conflits qui a leur importance bien évidemment, le Polisario, le Sahara occidental, le Maroc, mais est-ce qu'il n'y a pas encore un moyen de la part du pouvoir, en tout cas une volonté stratégique de faire diversion sur des sujets qui sont importants comme ce qui n'existe nulle part dans le monde, la disparition d'un chef d'État par exemple, ou une situation de la Covid? Moi, je voudrais qu'on soit concentré sur notre triste situation, sur les difficultés majeures et affreuses que vit notre peuple sur tous les plans. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la dévaluation du dinar, avec l'arrêt pratiquement de tous les chantiers de construction, avec l'arrêt du peu d'économie qu'il y a une misère noire qui s'installe. Nous sommes en contact avec nos compatriotes, avec nos amis en Algérie. Les gens ont de la peine à pouvoir trouver de quoi se payer à manger. Je parle d'une majorité de gens qui ont des difficultés atroces. Donc de là à ce que cet état-major-là, qui ne partage rien,
ou la vie, qui ne partagent en rien la vie et les difficultés et les souffrances de ce peuple algérien, nous embarquent encore sur cette histoire de conflit avec le Maroc, nous n'avons absolument aucun intérêt. Les peuples algériens et marocains sont des peuples frères. Il y a une minorité de va-t-en-guerre qui sont en train de chauffer le tambour des deux côtés de la frontière. Ces gens-là sont une minorité. Ils ne nous intéressent pas. Ce conflit-là, qui existe depuis 45 ans, avec des élites politiques et des pouvoirs machiavéliques des deux côtés de la frontière, dans les deux pays, pourra durer 450 ans. Pour eux, c'est un fonds de commerce qui les maintiendra aussi longtemps que possible dans leur fauteuil, dans leur pouvoir et dans leur prébende. Sinon, pour nous, ce conflit-là n'a absolument aucun intérêt. S'il y avait un peu de sagesse politique, de vision et de profondeur, c'est un conflit que je connais moi personnellement depuis 1975, parce que j'étais dans la région, j'ai vu ce qui s'est passé, j'en connais beaucoup, donc ça fait 45 ans que ça dure. C'est un conflit qui ne nous intéresse pas. Les Algériens sont un peuple pacifique. Notre armée a toujours été une armée qui était là pour défendre les intérêts territoriaux de l'Algérie. Elle n'a pas à aller guerroyer à l'extérieur du pays, que ce soit au Sahara occidental, au Mali, au Burkina, au Sahel, etc. Moi, je voudrais revenir à ce Tebboune que la mafia est en train de cacher. Je vous dis, ils n'ont même pas l'étoffe de la mafia. La mafia, quand elle a un otage, elle donne un signe de vie. Elle envoie une oreille, un doigt, etc. Ces gens-là, c'est le blackout avec eux. Et pour revenir encore une fois à cette histoire de conflit ou de menaces qui pèseraient sur notre pays, moi, je vous dis, la seule menace qui pèse sur ce pays-là, c'est son régime dictatorial militaire. C'est des va-t-en-guerre. Maintenant, comment voulez-vous faire confiance à un chef qui déserte son pays en état de paix pour aller se soigner et laisser ses concitoyens crever comme des rats? Les soins de santé qu'on offre ici dans des cliniques vétérinaires aux animaux domestiques sont de très loin meilleurs qu'en Algérie. Pourriez-vous faire confiance à un chef comme ça si demain une guerre, à Dieu ne plaise, devrait éclater? Lui et ses généraux seront les premiers à déserter le théâtre des opérations. Donc restons, je vous garde avec moi pour les 20 dernières minutes. Merci vraiment d'être fidèle à Deljebar à l'émission. Karim Naïtou Slimane vient de nous rejoindre. Bonsoir Karim. Bonsoir Chaban, bonsoir à vous inviter, à tous les téléspectateurs d'Aouras TV. Karim Naïtou Slimane, vous êtes connu sur les réseaux sociaux, Hirakis très connu, on vous suit énormément sur les réseaux sociaux, analyste politique. Si je lis par exemple mon ami et confrère Jamaldine Benchenouf qui dit clairement si Tebboune était à 10% présentable, il nous l'aurait exhibé comme il le faisait de Bouteflika. On apprend aujourd'hui que le dernier communiqué, apparemment Abdelmajid Tebboune, sa situation de santé serait stable, un retour imminent. Vous y croyez, vous, à cette situation, alors que je rappelle vraiment aux téléspectateurs qui nous viennent de nous rejoindre et qui ne connaissent pas spécialement l'étendue un peu du dossier, mais c'est que nous n'avons pas vu Abdelmajid Tebboune depuis le 15-16 octobre, lors de l'arrivée, la rencontre avec Jean-Yves Le Drian. Personnellement, je n'y crois pas du tout. Et je suis plutôt de l'avis de notre frère et ami Benchenouf. Si Tebboune était un tant soit peu présentable, il l'aurait présenté et exhibé pour dire qu'il est là au moins et qu'il existe toujours. Donc moi personnellement, je crois que son état de santé ne lui permet plus d'exercer des fonctions politiques. Il n'est plus pour l'état d'être président de quoi que ce soit. Et que, de fait, nous sommes dans une situation, encore une fois, de vacances de pouvoir. Et donc, le poste, normalement, le Conseil constitutionnel devrait se réunir pour chercher vérité sur l'état de santé de M. Tebboune. S'il est en l'état d'exercer ses fonctions, il faudrait qu'il le fasse et qu'il le fasse publiquement. Et que s'il s'avère que son état de santé ne lui permet plus
d'être à la tête de l'État, alors on passerait à ce qui est prévu par la Constitution, et aussi de fait, le projet de Constitution qui a été validé par ce même Conseil constitutionnel tomberait à l'eau et ne serait plus, tomberait dans les oubliettes, et on passerait à autre chose. En tout cas, politiquement, je doute fort que M. Tebboune puisse encore exercer quoi que ce soit, en fait. Parce que c'est vrai que vous soulignez les questions de cette constitution qui est coûte que coûte est passée avec un chiffre, je le rappelle aussi aux téléspectateurs, téléspectatrices, annoncé avec 23,72%, alors qu'on a encore bien vu que les chiffres de participation, hein, bien sûr, alors qu'on sait que les bureaux de vote étaient vides et les chiffres officiels, c'était plus aux alentours de 6%. Mais tout de même, il y a des questions qui se posent. Je vais aller vite, mais faut-il emprunter à l'étranger lorsque les recettes d'hydrocarbures et les réserves de change ne suffiront pas à couvrir les besoins incompressibles du pays? Quelle stratégie à mettre en œuvre pour parer justement à la chute annoncée de la manne pétrogazière? Qui effectuera les grands arbitrages dans l'affectation du budget de l'année 2021? Il y a quand même pas mal de questions qui se posent et qui tournent autour du pouvoir du chef de l'État. Si Tebboune était amené à ne plus exercer ses fonctions, alors est-ce que, selon son état de santé, on pourrait malheureusement revivre le remake de Abdelaziz Bouteflika, ou est-ce qu'il faudrait passer à une autre élection? Mais il y a des questions qui se posent avec des échéances importantes dans les mois et les semaines à venir. Comment vous voyez un peu les choses en Algérie, Karim Naïtou Slimane? Écoutez, pour répondre à votre question, je suis obligé de vous répondre tristement que dans la situation actuelle, la présence ou pas de M. Tebboune à la façade d'Al-Mouradia ne changerait pas grand-chose à la situation. Le problème de l'Algérie n'est pas un problème de président, n'est pas un problème de fonction présidentielle, c'est un problème de légitimité du pouvoir, c'est un problème de vision politique, d'un projet politique qui serait porté par un régime ou un président légitime. Monsieur Tebboune, aux yeux de tous les Algériens, en tout cas au moins de la plupart des Algériens, n'est pas légitime. D'ailleurs, le dernier projet qu'il a mis en avant, celui de la nouvelle constitution, si on se réfère même aux chiffres officiels, n'a pas eu l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas eu l'unanimité du peuple, donc boycotter massivement cette mascarade électorale. Donc le problème en Algérie, ça n'est pas un problème de savoir si on va emprunter de nouveau à l'FMI ou pas, si on va changer certaines choses ou pas. Le problème de l'Algérie, c'est un problème politique profond d'un système qui ne produit plus rien, d'un système qui a nourri l'échec, qui a cultivé l'échec. L'état des hôpitaux, par exemple, tout en saluant tout à l'heure l'intervention du professeur, du médecin de Marseille, que je salue avec son initiative, son initiative caritative et humanitaire, c'est très très bien, mais malheureusement, ce qui est triste dans ça, c'est que politiquement, mais c'est une catastrophe, c'est-à-dire un État, le plus grand État en Afrique, se trouve tributaire pour son système de santé de quelques machines, de l'aide humanitaire de la diaspora algérienne. Mais c'est quand même un aveu d'échec, une catastrophe politiquement. Une question, Karim Naïtou Slimane. Vous parliez de cette illégitimité du pouvoir, et notamment donc d'Abdelmadjid Tebboune, qui, je le rappelle, dans des conditions aussi pas possibles, a été donc mis en place le 12 décembre, puisqu'on a vu ces images. Vous parliez de ce référendum. Alors, pour être clair avec les téléspectateurs et les téléspectatrices, il y a à peu près 25 millions de votants en Algérie, et le référendum est passé à moins de 6 millions. Donc c'est pour vous dire que c'est dérisoire. Mais est-ce qu'aussi il y a là l'illégitimité du peuple, mais on a quand même l'impression que c'est réellement, malheureusement, une marionnette, puisque
Sa disparition n'inquiète personne, personne n'en parle, aucun ministre, le chef d'état-major n'en parle pas du tout. Même les pays occidentaux, alors que peut-être c'est une forme de couverture, mais ça inquiète vraiment personne que ce monsieur, ce chef d'État, a totalement disparu. Est-ce qu'il y a aussi une illégitimité de l'autre côté, c'est-à-dire parmi ses fidèles, parmi son camp? La fonction présidentielle en Algérie depuis des décennies maintenant n'a jamais eu vraiment un poids important au sein du régime algérien. Et ça, c'est une chose qui est connue et sue à l'intérieur et à l'extérieur du pays. D'ailleurs, comme vous le dites si bien, l'absence du chef de l'État, moi je l'appelle chef de l'État parce que c'est juste une fonction, vous savez, il n'a pas l'illégitimité pour être le président de la République. Donc son absence n'influence pas sur le cours des choses. On voit rien qui bloque, ne serait-ce que cette question un peu difficile, mais ils vont finir par lui trouver une solution honteuse comme ils ont l'habitude de faire, de qui va signer le décret pour la nouvelle constitution. Donc ils vont trouver une solution un peu burlesque, ils vont faire un passage en force comme ils l'ont toujours fait. Mais ça ne change pas au problème qu'actuellement en Algérie, il faut changer le système politique complètement, radicalement, mais pacifiquement, tout en sauvegardant l'État. Et je vais vous dire, actuellement, Chaben, ce qui plombe l'Algérie actuellement, c'est la crise de la pandémie du Covid. C'est tout. C'est pas une crise politique. Parce que le peuple algérien maintenant, il a vu l'étendue des dégâts. Malheureusement, il a eu le temps de constater jusqu'à où la déliquescence de l'État, la dégénérescence et la décadence de l'État algérien est arrivée. Et maintenant, la majorité des Algériens attendent juste la première occasion pour reprendre la rue. Mais actuellement, ça n'est pas possible. Il n'y a aucun appel à descendre dans les rues, non pas parce que les Algériens ne veulent pas le faire, mais parce que les Algériens savent très bien qu'actuellement, les conditions sanitaires en Algérie ne permettent aucune prise de risque. Parce que quand vous voyez que le chef de l'État a lui-même pris la tangente et a déserté le navire, est parti se soigner à l'étranger, là, les Algériens sont complètement, savent qu'ils sont malheureusement, et on le dit, malgré les sacrifices héroïques du personnel de la santé que je salue au passage, savent qu'ils sont à la merci du hasard, Chaben. C'est malheureux à dire, mais les images que vous avez montrées tout à l'heure parlent d'elles-mêmes. Donc, en Algérie, tant qu'on n'a pas réellement entamé le chantier politique et sortir de la démocratie de façade, la démocratie du mensonge, rien ne changera. Avec ou sans Tebboune, ou même après Tebboune, si on commence déjà à préparer à l'après Tebboune, il ne faut pas penser à l'après Tebboune comme fonction présidentielle, mais il faut d'ores et déjà commencer à réfléchir à l'après ce régime, comment et quelles seront ces grandes lignes. Voilà à quoi il faut penser maintenant. Deux petites minutes avec vous avant de conclure avec Adel Djebar. Peut-être le côté positif depuis maintenant plusieurs mois, c'est ce que je disais à un jeune tout à l'heure en début d'émission, Ahmed Rahmoun, c'est qu'il y a une évolution, il y a une population d'abord qui est toujours unie, qui continue à sortir d'une certaine manière. Vous le disiez à l'instant, le Hirak continue, mais c'est aussi que c'est un peuple qui ne se laissera plus faire, à qui excusez-moi l'expression, mais à qui on ne fera plus avaler la pilule en mettant un Tebboune peut-être demain dans un état de santé dramatique, mais qui va continuer son mandat. Ça, je crois qu'aujourd'hui, on a compris que les Algériens ne vivront plus avec, comme malheureusement ils l'ont fait entre quand même 2013 et 2020. Absolument. Et il faut faire
confiance à ce glorieux peuple. Moi, je suis confiant. J'appelle juste les Algériens, et je sais qu'ils le savent déjà, mais je profite quand même de ce temps d'antenne pour le faire encore une fois. Il faut faire attention en ce moment. Le Covid, ce virus existe. C'est vrai qu'il marche à deux vitesses. C'est-à-dire que les personnes jeunes, saines, ne sont pas des sujets à risque, mais les personnes âgées et avec des comorbidités, la situation est très dangereuse. Nous n'avons pas un système de santé. Personne ne pourra rien faire pour ces gens-là. Donc, il faut prendre les mesures de sécurité, attendre que la tempête Covid-19 passe et par la suite réinvestir la rue pacifiquement parce que le changement viendra de ce peuple qui a mûri politiquement, qui est actuellement uni, solide, derrière un projet national. Le projet national algérien commence maintenant à voir le jour. Il est dans les cœurs et les esprits de tous les Algériens. Et d'ailleurs, quand je vois la lucidité actuellement du peuple algérien sur les réseaux sociaux par rapport à ce qui se passe au Sahara occidental, dont on aura une occasion d'en parler un peu plus en détail plus tard, quand je vois la lucidité du peuple qui, tout en veillant aux intérêts stratégiques de l'Algérie, tout en veillant à avoir une solidarité positive avec le peuple du Polisario, mais reste lucide quant aux appels des battants de guerre et insiste sur la fraternité historique entre le peuple algérien et le peuple marocain. uni, effectivement, on le disait tout à l'heure, un peuple frère, bien évidemment, avec le Maroc. Merci Karim Naïtou Slimane d'avoir été avec nous, analyste politique, et on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Adel Djebar, avant de vous saluer, je sais que vous pouvez le faire, une minute, peut-être le mot de la fin en une minute, avec cette situation, ce monde à l'envers en Algérie, un président qui a disparu et un peuple qui quoi qu'il arrive, avance et reste uni. Le peuple algérien a fait preuve d'une immense maturité politique, d'un civisme extraordinaire. Il a ébloui le monde, comme on n'a jamais cessé de le dire, avec une grandiose révolution pacifique, riche en slogans et en couleurs. Tous les slogans qui ont été étalés, déroulés dans la rue, étaient en fin de compte un programme politique. Moi, je dirais que ce régime inculte, sourd aux revendications du peuple, s'il continue comme ça, l'Algérie finira par quitter le système solaire. Il n'y a plus rien aujourd'hui, on ne produit que la bêtise, on ne produit que l'oppression et on ne produit que la rapine et la pauvreté qui se développe. Tebboune, quand il était venu, donc moi je vis dans un pays démocratique comme vous. Ici, en démocratie, il y a un pouvoir et un contre-pouvoir. En Algérie, ce monsieur-là qui a été illégitimement installé sur le toit du pays, il nous disait qu'il a une khota, une contre-khota. Moi, je n'ai jamais vu ça dans les sciences politiques ou dans les sciences sociales ou dans les gouvernances. Et donc, j'appelle le peuple algérien à faire très attention à sa santé. Sachez que la révolution n'est pas un contrat à durée déterminée. Nous avons le... C'est indéterminé. Voilà, c'est indéterminé. Nous sommes là et nous allons triompher, Inch'Allah. Merci Adel Djebar, merci infiniment pour votre fidélité. Alors ce que je vous propose, avant de vous dire au revoir, c'est qu'on va regarder ce petit sujet donc algérien, Covid-19, solidarité avec l'Algérie, et on se retrouve juste après pour vous dire au revoir. Chères Algériennes et Algériens, merci du fond du cœur pour les 1500 kits respiratoires qui ont été achetés par vos dons, qui ont bénéficié aux patients algériens victimes du Covid-19. 300 hôpitaux algériens ont pu bénéficier de ces kits, sur les 48 wilayas que compte le pays. Les médecins algériens, les praticiens nous ont beaucoup sollicité pour premièrement nous dire merci, donc merci à vous, chers donateurs. Et puis, ils nous ont demandé beaucoup de renforts parce que ces kits respiratoires ont été magiques. Là, nous avons fait parvenir ces kits en pleine pandémie. Cette pandémie, elle continue toujours, elle ne faiblit pas. Tout le monde parle de deuxième vague, nous avons l'impression que la vague continue. Nous comptons avec d'autres associations faire un deuxième acte sur le même mode opératoire. Grâce à vos dons, acheter beaucoup plus de kits. Et nous comptons acheter 5000 kits. Pour acheter ces 5000 kits, nous avons besoin de votre soutien, votre générosité. Donc n'hésitez surtout pas à donner, à contribuer, à parler autour de vous et à partager. Il y a quelque chose de sûr, cette maladie ne faiblit pas et elle fait toujours autant de victimes et le temps presse. Donc s'il vous plaît, nous attendons vos dons. Merci beaucoup.
Voilà, et puis au passage, bien évidemment, je voudrais saluer tous les détenus. Il y a plus d'une centaine de détenus aujourd'hui en Algérie. Il y a bien évidemment le cas du jeune de Walid Nekish, qui lui est maintenant emprisonné depuis le 26 novembre dernier. Son procès est reporté au 1er février 2021. Donc il sera maintenu en détention. Un record, 14 mois. Pourquoi? On n'en sait rien pour l'instant. Aucune communication. Et puis il y en a d'autres rapidement. Rachid Nekaz, Yassine Doubi, Menad Larbi, Abdellah Benaoum par exemple. Ils sont très très nombreux. Et puis bien évidemment aussi une pensée à Lounis Hamzi, tout jeune, né en 82. Et puis sachez qu'aujourd'hui, pour un certain nombre de détenus, donc le tribunal de Sidi Mehmed a renvoyé pour la 9e fois consécutive le procès des manifestants arrêtés le 7 mars. On est pris par le temps, je vais un peu vite. Et on va les citer. Il y a Hassan Kariji, Sofiane Hadadji, Lies Oufel, Mamen Youssef, Bourourouni Ramzi, Touati Nordine et Faisal Yassa. Ça, c'était vraiment le clin d'œil pour les détenus. Et une petite pointe positive, je voudrais saluer bien évidemment Khalida Bouzar, qui est donc le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a annoncé vendredi dans un communiqué la nomination de l'Algérienne Khalida Bouzar au poste de secrétaire générale adjointe et directrice du bureau régional pour les États arabes sur le programme de l'ONU. Merci à toute l'équipe technique d'avoir réalisé cette émission à mes côtés. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page Facebook, la page d'Aouras TV. Et s'il vous plaît, vraiment, préservez-vous, préservez vos proches, les gestes barrières, un masque, une écharpe, un tissu et on se lave régulièrement les mains. À très vite sur Aouras TV. Bonne fin de journée.